Le secteur de la culture, en valeur absolue, c'est beaucoup plus que le secteur automobile français. Je n'ai pas entendu Bruno Le Maire s'ériger pour appeler à sauver le secteur culturel français. Bonjour Philippe Torreton, Bonjour Clément. merci d'avoir accepté cet entretien. Il s'inscrit dans une série d'échanges organisés par la rédaction de France Info pour réfléchir à l'après-coronavirus. Alors nous allons aborder avec vous aujourd'hui les enjeux culturels pour le monde d'après. Je rappelle que vous êtes comédien, auteur et citoyen engagé depuis de nombreuses années. Vous avez été sociétaire de la Comédie Française et on vous a vu au cinéma dans une trentaine de films comme Présumé coupable, Ça commence aujourd'hui ou encore Capitaine Conan, pour lequel vous avez décroché le César du meilleur acteur en 1997. Vous n'hésitez pas à prendre la parole pour défendre les causes qui vous tiennent à cœur, et notamment le monde de la culture. Alors pour commencer, Philippe Torreton, j'ai envie de vous demander comment s'est passé votre confinement et comment vivez-vous ce début de déconfinement. Alors moi, le confinement s'est très bien passé dans la mesure où j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, d'avoir une famille unie et heureuse, que nous n'avons pas été trop handicapés économiquement, même s'il fallait faire attention. Mon épouse a été malade, mais pas dans des proportions graves qui auraient pu l'amener à l'hôpital. Donc tout est revenu, sa santé est revenue entièrement. Donc voilà, on n'a pas traversé d'épreuves comme dans pas mal de foyers, quoi, finalement. Donc le confinement s'est très bien passé de ce point de vue-là. Voilà. Pendant le confinement, vous avez réalisé des vidéos avec votre voisin de jardin, Richard Kolinka. Avez-vous l'impression que la Mhm. culture a aidé les gens à traverser ce confinement? Ah, j'en suis convaincu, oui. Je suis convaincu que l'accès, notamment grâce à Internet, a permis à des tas de gens de faire circuler des films, des captations, des petites vidéos, qu'elles soient comiques, qu'elles soient accusatrices aussi, qu'elles transportent de l'info ou qu'elles transportent du plaisir. De toute façon, la culture, que ce soit aussi sur le mode parodique aussi, beaucoup de films ont été détournés, les gens se sont amusés à faire du montage, à remettre des dialogues par-dessus d'autres dialogues, ou à faire résonner certains films, certaines tirades d'acteurs autrement, à l'aune de ce qu'on vit, etc. Donc tout ce méli-mélo comme ça de culture à la fois respectée, parfois pourfendée, parfois a permis aux gens non seulement de se distraire, mais de s'instruire. Moi, j'étais heureux d'apprendre, par exemple, que Louis de Funès était toujours l'acteur préféré des Français. Et ça me réjouit que certains en ont profité pour voir des vieux films. Vous savez, ce genre de films, des chefs-d'œuvre qui nous font peur. Et puis là, on se dit, bon, bah, on a le temps, on va le faire. Beaucoup de Français ont ouvert des livres, pareil, les livres qu'on refusait de lire parce que pas le temps, parce que trop gros, trop de pages. Eh bien là, on s'y est mis. Se sont mis à écouter de la musique, à en échanger. Donc, euh, moi, je me suis essayé d'imaginer le confinement sans l'accès à la musique via les plateformes ou via tout simplement une chaîne IFI, le bon vieux vinyle qu'on met ou le film qu'on regarde sur son vidéoprojecteur ou sur son ordinateur ou sa télé, tout simplement, eh bien, il y aurait eu beaucoup plus de problèmes, je pense, beaucoup plus je pense, de dépression, d'ennui profond, morbide. Donc, la culture comme toujours, j'ai envie de dire, mais dans ces circonstances-là, a aidé beaucoup de gens. Oui. On parle beaucoup dans les médias du monde d'après l'épidémie. Selon vous, Mhm. comment peut-on sortir grandi collectivement de la crise que nous traversons? Ouais, je pense que, en ayant bien en tête que tout ce que nous avons construit est d'une immense fragilité
Et je pense que s'il y a une leçon à retenir, il y en a forcément d'autres, mais je dirais en premier celle-là, d'avoir bien conscience que là où on se croyait à l'abri, eh bien on ne l'est pas. Là où on se croyait protégé, on ne l'est pas. Là où on se croyait fort, on est faible, etc., etc. Se dire que on est arrivé à un stade de développement, je pense, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, euh, mais ce développement nous fragilise énormément. Que ce soit de façon, j'ai envie de dire, physiologique, parce qu'il apparaît que le virus, finalement, nous attaque là où on est faible aussi. C'est-à-dire que, souvenons-nous que au début de l'épidémie, on se disait, bon, bah, nous, on est frappés, mais quand les pays, notamment africains, seront frappés, ce sera une hécatombe. Eh bien, heureusement, l'hécatombe n'a pas eu lieu dans les pays d'Afrique, donc qui sont moins développés que nous, avec un système de santé moins fort. Donc il semblerait que finalement, nos sociétés occidentales développées, pays surindustrialisés, euh, aient développé une sorte de fragilité finalement. Nous, on peut le constater par rapport à toutes ces intolérances que nous développons. Au gluten, aux fruits à coque, à l'air ambiant. J'ai un ORL qui me dit que à peu près 80% de la population parisienne est allergique à l'air de nos villes, à cause des microparticules, à cause de tout ça. Alors, le plus souvent sous des formes relativement légères, et puis sous des formes très graves. Et on meurt tous les ans, et plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes meurent en région parisienne à cause de ces polluants dans l'air. Donc, tout ça nous a fragilisés. En même temps qu'on se développait, finalement, on s'est affaibli, à tout point de vue. On le voit aussi sur les circuits commerciaux. On a développé ce commerce international qui n'est ni bon ni mauvais en soi. Voilà, la mondialisation, pour moi, n'est pas à caractériser avec un adjectif qualificatif. C'est ainsi. Depuis l'aube de l'humanité, on cherche à commercer avec ses voisins. Marco Polo a été le premier à aller en Chine, etc. Donc, la mondialisation, c'est pas un fait d'aujourd'hui. Simplement, le fait de réduire comme ça la production de certains médicaments, de certains matériels, on l'a vu avec les masques, avec les respirateurs, on l'a vu il y a quelques années avec les seringues euh, pour se faire vacciner. On a finalement créé des pôles uniques de fabrication et de distribution de ces produits. Eh bien, quand ces produits viennent à manquer ou quand une usine a un problème, eh bien, on est en pénurie. Alors, quand on est en pénurie d'un objet qui n'est pas primordial pour la vie de tous les jours, c'est pas grave. Mais quand on est en pénurie de masques, on l'a vu, c'est grave. Actuellement, si on avait eu des masques dès le début, peut-être que des milliers de vies auraient été sauvées. Si on est en pénurie de seringues, comme ça nous est arrivé il y a quelques années, c'est réellement embêtant. Et le mot est faible. Donc, voilà, là aussi, sur le commerce, on se croyait finalement fort et ça nous a affaibli, ce grand commerce-là, cette mondialisation-là. Euh, donc, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir et avoir bien conscience de notre faiblesse et de l'impact, du coup, qu'on a sur l'environnement, qui nous rend faibles aussi. Le tableau est finalement assez sombre, hein, le constat est alarmant quand on vous écoute. J'ai envie de vous demander, du coup, en tant que citoyen, quelles sont vos attentes, quels sont vos espoirs pour cet après-coronavirus? Moi, mes attentes, elles sont dans la faculté qu'auront les gens qui nous gouvernent actuellement, mais puis les futurs, ce seront peut-être les mêmes, ce seront peut-être d'autres, mais en tout cas qu'ils prennent en compte cette fragilité-là et qu'ils sachent tirer les bonnes leçons de ça. Et je pense, moi, il n'est plus temps finalement d'avoir j'ai envie de dire il est plus temps d'avoir un discours politique, mais un discours pragmatique. Et c'est la grande question qui se pose à nous, citoyens, qui avons ce pouvoir, finalement, lors des rendez-vous électoraux, de mettre un bulletin de vote dans une urne, de dire, mais comment arriver à faire passer ce message à nos dirigeants et aux chefs des différentes formations politiques que le temps de la politique est fini. Mais ça, je le crois fondamentalement. Ce n'est pas un rejet de la politique. En ce qui me concerne, ce n'est pas un rejet.
C'est une constatation, c'est-à-dire que à l'image de ce qui s'est passé avec le virus, nous avons été confinés. Il y a eu une sorte de trêve politique, parce que tout le personnel politique se disait, bon, bah, moi, à sa place, je ferai en gros la même chose. Alors évidemment, ce temps de trêve dure quelques semaines, et très vite, on dit oui, il aurait pu faire ci, il aurait pu, etc. Mais en gros, voilà, on s'est tous mis d'accord sur, allez, soyons disciplinés, rangeons-nous, soyons des citoyens responsables, conscients du danger, et avançons ensemble, solidairement. Eh bien, je crois que cette position-là, de la part des gouvernants, des chefs de parti et des citoyens, c'est ce qui doit dominer dans le futur. Donc c'est pour ça que je dis que le temps de la politique, pour moi, est fini. Et dans ma tête, je pense à plein de choses, je me dis comment on peut faire passer ça. Et je me dis que peut-être une des façons de le faire passer, c'est de créer une sorte de serment d'Hippocrate de l'électeur futur qui s'engage à ne plus jamais voter pour un candidat ou une candidate ayant un parti politique derrière lui. C'est-à-dire de refuser le cavalier seul, que ce soit au premier tour ou que ce soit au second tour. De dire plus jamais de ma vie, je ne voterai pour quelqu'un représentant juste une couleur politique. Parce que aucune couleur politique ne peut réformer la société avec suffisamment de force, suffisamment d'appui de la population, ne peut changer la société réellement. C'est-à-dire qu'on ne fera que des changements à la marge, qui seront négociés avec une opposition qui s'opposera, comme son nom l'indique, etc. Seule une coalition peut changer. Donc, refuser toute tentative de cavalier seul. Et moi, en ce qui me concerne, c'est ce que j'appliquerai pour les prochaines élections, c'est-à-dire je me refuse, mais pour qui que ce soit, de voter, même si, par exemple, parce que j'ai beaucoup d'affinités avec les Verts, mais si les Verts font cavalier seul, je ne voterai pas pour eux. Je ne voterai plus jamais de ma vie pour un seul et unique candidat représentant un seul parti. Pour prolonger un peu vos attentes, hein, qu'elles soient politiques ou culturelles, j'ai envie de vous demander quel rôle peut jouer votre milieu, votre monde, c'est-à-dire la culture dans ce monde d'après. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas prêter à la culture une fonction pédagogique, politique. Elle l'est de toute façon par essence. Et la culture interroge l'époque présente, interroge le futur, mais elle interroge aussi le passé, depuis toujours. Depuis toujours. Donc, j'ai envie de dire, donnons les outils, permettons à la culture d'exister, et la culture fera le travail, de toute façon. Une culture dirigée, des artistes un peu embrigadés, c'est jamais bon signe. Donc, la culture on n'a pas à prêter à la culture une mission particulière. Ça, je la mets vraiment en dehors. Faisons confiance à la diversité, c'est ça qui compte. C'est la diversité du milieu culturel qui permettra à des formes et à des messages pluriels de passer. Et donc, de chacun d'y trouver son compte. Vous avez quand même déclaré, nous devons retrouver le lien à la nature, sinon je ne donne pas cher de l'humanité. Comment faire pour restaurer ce lien et finalement, est-ce que la culture ne peut pas y participer, donner un élan? La culture, bien évidemment, a son rôle à jouer là-dedans, mais elle le fait déjà depuis longtemps, en interrogeant les poètes, en interrogeant les dramaturges, en interrogeant tout l'être humain finalement. Mais c'est vrai que ce lien à la nature est à retrouver. Comme je le dis souvent, nous devons retrouver l'Indien qui est en nous. Et j'entends par Indien, voilà, cette façon de regarder la nature comme un tout dans lequel nous faisons partie, nous êtres humains, mais nous ne dominons pas la nature. Nous n'avons pas à dominer. Nous sommes nous sommes une trame, nous sommes un fil de cette grande trame naturelle. Et comme le disent aussi certains Indiens d'Amérique du Nord, nous n'avons que des responsabilités par rapport à la nature. Nous sommes des régisseurs. Nous devons régir la nature pour la transmettre, pour assurer la biodiversité. Et on le voit que finalement, de façon empirique, les Indiens
avait compris ce que les scientifiques actuellement essayent de nous faire comprendre, c'est-à-dire que la solution à une future pandémie est peut-être dans l'ADN d'un petit insecte dont on se fout actuellement complètement et qui est en train de disparaître. Alors bien sûr, ça c'est une vision un peu anthropomorphique de la nature, mais c'est juste. C'est-à-dire que plus le vivant est diversifié, plus les connexions vont se faire et, entre certaines espèces, entre des mutations, etc. Et plus comment dire, pas le répertoire, mais le patrimoine génétique mondial dans sa multitude et dans sa complexité assure la continuité tout simplement de la vie sur Terre. Et plus on s'appauvrit, plus on handicape cette continuité de la vie. Et il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je parlais de faiblesse et de prise de conscience de la faiblesse, c'est pas la Terre qui est en danger actuellement, c'est l'homme. C'est les 7 milliards et demi d'êtres humains qui sont en grand danger. On le voit avec la pandémie, mais la pandémie, on a eu la chance, je ne ferai jamais partie de ceux qui pensent que c'était une grippette, mais elle a un taux de létalité qui nous a relativement épargnés. Imaginez, je vous rappelle que Ebola, c'est 100% de létalité. C'est-à-dire que toute personne infectée par Ebola meurt. Donc, alors évidemment, c'est l'exemple extrême, inverse de ce Covid. Mais il va y avoir plein de graduations entre la Covid que nous avons eue et Ebola. Mais vous élevez le taux de létalité à 10-15%, et là, on comptait les morts en millions, en dizaines de millions sur la planète. Et ça va nous arriver, fatalement, puisque le vivant, les biotopes se détruisent, donc l'être humain n'a jamais été autant en contact avec des zones, avec des animaux, quels qu'ils soient, insectes, mammifères et autres, volatiles. Et donc, on multiplie les chances ou les malchances de passage d'un je ne sais plus comment on appelle ça, zoonose, mais entre espèces, et donc le risque d'infection de l'être humain. Donc ça va nous arriver. Il faut pas dire. La question, comme toujours, c'est pas est-ce que ça va nous arriver, c'est quand ça va nous arriver. Ça va nous arriver. Ça fait partie des 10 grands dangers qui menacent l'humanité, quasiment au coude à coude avec la guerre, avec d'autres trucs. Mais ce que disait Stephen Hawking ou d'autres astrophysiciens qui avaient listé un peu la liste des 10 grands dangers qui menaçaient l'humanité. Bon, la pandémie, c'est quasiment en premier. Je change un peu de sujet, mais parlons de la reprise de la vie culturelle en France. Selon Emmanuel Macron, il faudra sans doute envisager dans un premier temps des captations, des interactions différentes. Mais pour vous, vous avez déclaré un spectacle vivant sans public est un spectacle mort. Est-ce qu'il vous semble nécessaire de permettre aux gens de revenir au plus vite dans les théâtres, même si cela implique parfois des théâtres à moitié remplis et donc non rentables? Oui, vous avez raison de soulever cette question-là. Il faut absolument lever ce paradoxe qui est que si on ouvre les théâtres avec des capacités réduites aux 2/3 ou aux 3/4, eh bien, les directeurs et directrices de ces lieux, qu'ils soient publics ou privés, auront plus intérêt à fermer, perdront moins d'argent en fermant qu'en ouvrant. Donc cette ouverture conditionnée à des tas de mesures rendent quasiment caduque la rentrée théâtrale. Donc, moi, j'attends avec impatience que le ministre de la Culture s'exprime. Ça devrait intervenir dans les prochaines 48 heures. Il semblerait qu'il soit vers une réouverture. Mais le problème actuellement qu'on a, c'est que c'est une question d'état d'esprit, en fait. Ce n'est pas la même chose de dire à la profession des métiers de la culture, l'ensemble de ces professions, de dire, voilà, nous ouvrons en septembre tous les théâtres, quels qu'ils soient. Et après, de trouver les solutions à chaque problème qui se pose. Actuellement, le gouvernement fait la démarche inverse, c'est-à-dire on envisage tout le spectre de dangers, donc la tentation de se couvrir pour éviter d'être tenu responsable d'un hypothétique danger. Mais quand on agit comme ça, on ne liste finalement que des bonnes raisons de ne pas ouvrir.
Et on en arrive à des listings comme ça que j'ai, hein, je les ai avec moi, on me les a passés, de conditions qui rendent quasiment impossible le travail de répétition et qui rendent impossible un montage de décors et qui rendent impossible l'arrivée du public dans les salles. Or, nous avons eu de grandes déclarations sur la culture et nous avons eu des actes aussi, notamment j'espère que ce sera acté dans les semaines qui viennent, que ce soit bétonné avec les différents intervenants, mais notamment l'année blanche pour la fameuse année blanche pour les intermittents. Ça, c'est très bien. La volonté affichée du gouvernement que la culture pénètre dans les écoles, c'est très bien. Encore faut-il définir le cadre et que ce ne soit pas des artistes un peu bouche-trou parce que l'école est un peu chamboulée en ce moment. Non, comme je disais, si la culture rentre massivement dans les écoles, alors il faut faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais ressortir de ces écoles et d'inscrire finalement l'activité artistique, quelle qu'elle soit, dans le cœur même, dans l'ADN même du cursus d'un élève. Et ça se discute, ça se prévoit, ça peut pas se faire comme ça. Moi, personnellement, j'ai répondu à l'appel du président en me portant candidat pour le collège. Malheureusement, le collège n'est pas encore ouvert de ma fille, mais j'attends toujours la réponse. Et je crois que finalement, ce mail que j'ai envoyé à la directrice est beaucoup plus emmerdant qu'autre chose. Parce que tout ça est improvisé. Parce que je me mets à la place de cette femme qui reçoit le mail d'un comédien qui se dit ben moi je fais rien au mois de juin, je peux animer, mais animer comment? Combien d'élèves? Dans quelles conditions de sécurité? Donc finalement on retombe toujours sur les mêmes problèmes et l'angoisse que ça crée finalement. Au lieu d'accueillir ça comme chic, une opportunité pour faire des choses, finalement en envoyant ce mail, et je m'en doutais un peu, je crée plus de problèmes que je n'en résous. Mais donc actuellement, j'ai tendance à penser que on a eu donc ces grandes phrases, ces grandes déclarations. Personnellement, moi, j'en ai pas besoin. J'ai besoin d'actes. Moi, je sais pourquoi je suis comédien. Je sais pourquoi j'aime ce métier, fondamentalement, profondément. Je n'ai pas besoin qu'un homme politique, aussi bien intentionné soit-il, me dise en quoi mon métier est égal. Je n'ai pas de problème d'ego. Je n'ai pas de problème de légitimité. Voilà. Je veux des actes. Moi, je veux qu'on rende concret la possibilité d'ouvrir les théâtres. Je veux qu'on résolve les problèmes. Et pour cela, il faut s'inscrire dans une volonté farouche d'ouvrir les théâtres. Actuellement, le secteur automobile français traverse une crise grave. Nous avons eu tout de suite Bruno Le Maire qui est intervenu pour dire qu'il faut absolument soutenir, et il a raison. Mais n'oublions pas, le président de la République est intervenu aussi pour soutenir avec un plan de 8 milliards, et il a raison. Le secteur de la culture, en valeur absolue, c'est beaucoup plus que le secteur automobile français. Je n'ai pas entendu Bruno Le Maire s'ériger pour appeler à sauver le secteur culturel français. C'est plus d'1 million d'emplois. 1 million d'emplois, directs et indirects. C'est une force industrielle, et pardonnez-moi ce mot, absolument gigantesque. Nous avons un poids économique et ne refuser de le voir et faire preuve d'une adolescence que je trouve assez morbide en ces temps. Nous avons une force économique, un impact. L'annulation d'Avignon, c'est 100 millions de moins, 100 millions d'euros de moins pour la ville de retomber quand même. Donc, ça a un impact. Et je crois que finalement, pour l'instant en tout cas, nos gouvernants n'ont pas pris suffisamment au sérieux le danger de ces métiers. Sinon, on serait actuellement tout le monde serait fixé sur une réouverture des théâtres en septembre. Je crois que nous avons été vite en besogne pour fermer certains festivals. C'est quand même assez incroyable de voir qu'actuellement, nous pouvons nous enfermer dans des RER le matin. Les gens font ce qu'ils peuvent pour respecter les distances. Mais je suis sûr qu'à 80%, elles ne sont pas respectées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous pouvons faire nos courses dans des supermarchés, toucher des produits qui ont été touchés juste avant vous par quelqu'un, puis le remettre parce qu'on n'en veut pas.
Personne ne vient désinfecter le produit que vous remettez en rayon, le fruit, le paquet de lessive, etc. Nous pouvons partir en vacances, nous pouvons nous déplacer, même sans masque. Alors, il est conseillé d'en mettre un, mais ce n'est pas obligatoire. En quoi un théâtre serait plus dangereux? J'ai posé la question à pas mal de médecins autour de moi, et ils sont bien en peine de me répondre. Et je crois, là aussi, il y a quelque chose d'assez désagréable d'être considérés comme des gens incapables de gérer le public. Je vous rappelle que nous autres, gens de théâtre et de spectacles vivants, nous accueillons des gens depuis des siècles. Nous avons une tradition de l'accueil du public. Certains ont porté ça, je pense à Ariane Nouchkine, au plus haut degré même, de respectabilité des gens qui l'accueillent. Elle ouvre elle-même sa porte, elle distribue un repas, etc. Elle en a fait presque un art d'accueil. C'est pas, et j'enlève le presque, elle en a fait un art, Ariane Nouchkine. Nous avons une connaissance du public que peu d'êtres humains ont, parce que nous nous sommes spécialisés là-dedans, dans le fait de parler à des gens, donc de les accueillir. Donc nous saurons trouver les solutions pour accueillir dans de bonnes conditions. On les connaît en plus. C'est port du masque obligatoire dans le théâtre. Peut-être même mettre des gants. C'est-à-dire un ordre d'arrivée dans la salle et un ordre d'évacuation de la salle. Pas tous en même temps. Voilà, ceux qui sont rentrés en premier sortent en premier, et ainsi de suite. Et on gradue comme ça. Ça, on sait le faire. Donner des consignes aux gens avant que le spectacle commence en disant « votre masque est interdiction de le retirer pendant la représentation. Si vous avez besoin de tousser, vous sortez. Si vous voulez boire de l'eau, vous sortez. » Etc. etc. En fait, c'est très simple, c'est très concret, c'est très pragmatique, et on sait le faire. Ne pas vendre les 2 premières rangées de spectateurs pour éviter que le comédien qui poustillonne, et j'en fais partie, ne transmette ses miasmes aux gens, il n'y a aucun problème, on peut mettre. Mais j'ai même posé la question, est-ce qu'il y a un danger d'être dans une salle et d'être au coude à coude avec quelqu'un, si on est masqué et ganté? Ben, les médecins m'ont dit non, a priori non. A priori non. Le masque empêche considérablement toute transmission du virus. Donc même le côté laisser 1 mètre entre chaque personne n'est même pas obligatoire. Mais bon, s'il faut le faire, on le fera. Mais ça me paraît pas obligatoire, et ça paraît pas obligatoire pour des médecins. Donc tout ça, c'est comme s'il y avait une vision un peu bordélique de la culture, où finalement les gens qui rentrent dans des théâtres sont des gens irresponsables, que les acteurs sont irresponsables, que les directeurs de salle sont irresponsables, et que ça va forcément être des clusters épouvantables, et que la maladie va repartir depuis les théâtres. Et ça, c'est un peu désagréable. Toujours au sujet de cette reprise théâtrale, Emmanuel Macron a invité le monde de la culture à inventer un autre rapport avec le public dans les prochains mois. Vous, d'ailleurs, vous avez fait une proposition originale en la matière, il me semble, à destination des publics les plus âgés, en partenariat avec les plus jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avec grand plaisir, et je suis content que vous me fassiez parler de ça. Moi, j'ai imaginé un système finalement de mécénat et de parrainage de la culture à l'échelon individuel, à savoir que notre public, le public des théâtres, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, est relativement âgé. On le sait, toutes les statistiques le montrent. Donc, nous avons un fort potentiel de ce public qui pourrait être, disons, en fragilité vis-à-vis de leur santé, ou se poser des problèmes. La question de savoir, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller dès le mois de juin ou dès le mois de septembre dans un théâtre? Eh bien, et leur questionnement sera tout à fait légitime. On n'a pas à les convaincre de dire mais oui, vous risquez rien. Si quelqu'un ne le ressent pas, ça se respecte. En revanche, là où il peut être un acteur de la culture, ce spectateur qui se posera des questions, c'est de dire vous comptiez aller au théâtre. Eh bien, achetez votre ou vos places du spectacle que vous comptiez aller voir au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, etc. Et ces places, vous les redonnez à quelqu'un de votre famille ou à un ami plus jeune, vos enfants, vos petits-enfants, le voisin étudiant qui n'a pas beaucoup de fric,
la voisine de 40 ans qui vit seule avec ses enfants, qui n'a jamais l'occasion de partir voir un spectacle, etc. Créez l'opportunité à des gens autour de vous, à qui ça ferait plaisir et à qui ça vous fait plaisir de faire plaisir. Et dites-leur d'aller voir le spectacle et de vous le raconter après. Et je pense que ce système-là est un système de débrouillardise entre nous. On n'a pas besoin de l'État pour ça, même si l'État peut le relayer, ce serait pas mal. J'en ai parlé à Franck Riester, j'attends il trouvait que c'était une excellente idée, mais j'attends que ça se relaie. Pour l'instant, ça fait 3 semaines, je n'ai rien entendu, mais je ne désespère pas. Mais en tout cas, en attendant, grâce à vous et grâce à d'autres médias, voilà, lançons le message. Vous avez tout à fait le droit de ne pas, voilà, de ne pas avoir envie de prendre le risque d'aller au théâtre dans les mois qui vont venir. Eh bien, achetez quand même vos places et transmettez-les, de façon à pouvoir amener un autre public au théâtre, un public occasionnel qui n'aurait jamais eu l'idée d'aller au théâtre, en tout cas d'aller voir ce spectacle-là. Donc ça peut créer des surprises, de bonnes surprises, on espère, donc de créer une envie de retourner par soi-même dans le futur, donc de renouveler un public, on en parle toujours, mais je ne vois pas le renouvellement venir. Donc, et ça, voilà, c'est très concret, ça permet de le faire. Et puis, ça permet aussi à ces personnes dites âgées, enfin, qui ont certainement souffert de solitude, ça permet à leur famille de rendre service. Et donc, on sera d'autant plus intéressé pour aller voir le spectacle qu'en le faisant, on fait plaisir à son père ou à son grand-père, à son papy, à sa mamie, etc., ou à sa vieille voisine qui est passionnée de théâtre, mais qui là préfère ne pas y aller, et donc de raconter, donc de créer du lien aussi. Donc, je trouve qu'il y a plein d'entrées positives dans cette idée, et elle est simple en application. Voilà, vous comptiez aller au théâtre, eh bien achetez les places et donnez-les, tout simplement. Pendant le confinement, vous vous êtes inscrit pour la première fois de votre carrière à Pôle emploi. Hein, vous en Oui, avez oui. fait la révélation. Si un acteur comme vous se retrouve en difficulté, faut-il être inquiet pour l'ensemble des intermittents? Alors, vous avez parlé de la prolongation des droits, mais est-ce que vous appelez à d'autres mesures pour aider le secteur culturel dans les prochains mois? C'est exactement pour cette raison-là que je l'ai dit. Pour que les gens se disent, bon, bah, si un acteur qui bosse pas mal, hein, moi, j'ai pas à me plaindre, traverse une zone de turbulence financière, alors qu'est-ce que ça doit être pour ceux qui travaillent moins? C'est pour ça que je l'ai dit, pour alerter. Et, et donc, j'espère, moi, que je vais pouvoir retravailler au mois de septembre, mais pour l'instant, je n'en ai aucune garantie. Ni le tournage que j'avais de prévu fin août, je n'ai aucune nouvelle pour l'instant, ni la reprise de La Vie de Galilée, pour l'instant, qui est toujours en suspens. Donc, bah, voilà, à un moment donné, il faut bien que je gagne ma vie, hein, comme tout le monde. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Et je pense que on en revient toujours là, mais l'année blanche, c'était formidable. J'espère que ce sera acté, parce que moi, je me méfie beaucoup des phrases. Le président Macron a dit « je suis favorable ». Bah, ce n'est pas un acte. Et pour l'instant, nous en sommes toujours à cet avis favorable du président pour l'année blanche. J'attends que ce soit acté, discuté, parce qu'il y a plein de cas particuliers. Entre ceux qui perdaient leurs droits dès le mois de mai, entre ceux qui vont le perdre au mois de septembre, etc., etc. Donc, il faut que tous les cas particuliers soient envisagés de façon à ce que cette décision ne laisse personne sur le carreau. Et donc ça, c'était très bien. Mais au-delà de tout, on peut intervenir, le gouvernement va aider les sociétés d'assurance des tournages pour combler le manque. Les assurances prennent en charge 70% des frais et l'État a dit qu'il garantirait les 30% restants. Bon, ça c'est très bien. Maintenant, j'ai envie de dire, bien sûr, il faudra certainement de l'argent ponctuellement. Il faut que l'argent serve à inverser ce paradoxe mortifère qu'est que les cinémas, les salles de spectacle ont plus intérêt actuellement à être fermées qu'à être ouvertes avec un quart de jauge ou un tiers de jauge. Et ça, il faut lever ce paradoxe-là. Il faut prendre la décision d'ouvrir. Point barre. Et après, de trouver les solutions quand les problèmes se posent.
Et plus on tarde, plus on handicape durablement les professions du spectacle vivant et la chaîne d'exploitation des films. Plus on tarde, plus c'est problématique. Actuellement, il y a des tas de comédiens, de danseurs, de circassiens et autres qui sont dans les starting blocks, qui attendent un feu vert pour commencer à répéter pour des spectacles qui vont avoir lieu en novembre. Donc plus on tarde, plus on retarde ce feu vert de répéter, et parfois même de rattraper le temps perdu, des spectacles qui devaient se créer pour Avignon, par exemple. Bon, Avignon a été annulé, trop vite à mon avis, parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse aller en vacances et ne pas aller au Festival d'Avignon, même dans des conditions particulières, même peut-être avec une programmation changée, mais après tout, c'était l'occasion peut-être de montrer une sorte d'écorché du théâtre, comme en chirurgie, et de voir un peu des travails en progrès, des work in progress, voilà, de voir des formes plus simples dans des lieux voilà, ouverts. Avignon s'y prête, c'est quasiment tout est à ciel ouvert en Avignon. Donc je trouve qu'Olivier Py a été vraiment très vite en besogne là-dessus. Et c'est étonnant de sa part, lui qui est toujours à questionner le théâtre, là tout d'un coup, il a arrêté de se poser des questions et il a fermé. Et c'est dramatique la fermeture d'Avignon. C'est dramatique. C'est que dans le festival off, dans ces tout petits théâtres confinés, etc., ça pose de vrais problèmes sanitaires, oui. Mais en quoi la cour d'honneur pose un problème? On est à tous les vents, c'est même ça le problème, justement, le Mistral. Mais en quoi tous ces lieux, la carrière, les trucs, enfin, tous ces lieux dehors du Festival d'Avignon officiel sont problématiques? Non, non, s'il y a des lieux absolument compatibles, c'est bien ces lieux-là. C'est incompréhensible. Il faut être un peu résistant. Et moi, je trouve que dans cette époque-là, alors ça n'engage que moi ce que je vais dire, comme tout ce que j'ai dit d'ailleurs. Mais en tant qu'acteur qui bosse principalement 99% de ce que je fais dans le secteur public, je me sens une mission, voilà, que je me suis auto-attribuée, mais une mission d'un théâtre public, d'une culture publique. C'est pour ça que je me rends dans les écoles depuis 30 ans. Donc, comme beaucoup, on n'attend pas l'injonction du président pour y aller, on le fait. Et on a beaucoup de difficultés à le faire. Parce qu'à chaque fois, les autorités nous mettent des bâtons dans les roues. À chaque fois, on nous oppose les matières sérieuses aux matières donc, qui ne seraient pas sérieuses, qui seraient les matières de la culture. À chaque fois, les crédits alloués aux établissements scolaires baissent d'année en année pour ce genre d'activité artistique. Il y a un réseau, le réseau Canopé, par exemple, avec monsieur Jean-Claude Lalias, qui fait un travail extraordinaire de mise en contact des spectacles vivants avec le corps enseignant. Ils sont en cessation de paiement quasiment année après année depuis pas mal de temps. Donc il serait temps voilà, de prendre ça à bras-le-corps et sérieusement, et de le financer et de le préparer. Mais nous avons une mission, je me sens en mission, et actuellement je me sens empêché dans ma mission. Et c'est mon droit le plus intime, le plus strict, d'avoir à assumer cette mission et de jouer, parce que j'estime que c'est important. Alors peut-être que d'autres vont ironiser là-dessus, je les laisse à leur ironie facile. Simplement, moi je trouve ça fondamental de jouer devant les gens. Alors bien sûr, c'est pas aussi fondamental que de sauver la vie de quelqu'un qui s'est chopé un virus. Je ne me comparerai pas du tout à ça, ni de près, ni de loin. Mais il y a une responsabilité. Et actuellement, on me prive de cette responsabilité. Et si je dois courir un petit risque pour assumer ma mission de comédien face au public, laissez-moi le courir, ce putain de risque. Après tout, les hôpitaux se désemplissent, on a réussi à éviter la catastrophe absolue. Chaque semaine qui passe, le nombre d'entrées, le nombre de morts, le nombre de cas graves diminue. L'immunité acquise semble être prouvée. Donc, des tas de scientifiques nous disent, voilà, le virus, on est à peu près sûr maintenant, nous allons nous en débarrasser. Et il n'y aura peut-être probablement pas de deuxième pic. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cluster, mais il n'y aura pas de deuxième pic pandémique. C'est ce que disent certains, voilà, avec toutes les guillemets et le conditionnel possible, certainement encore. Mais les nouvelles sont bonnes sur le front du virus. Et
Et tout d'un coup, le secteur du spectacle vivant serait le dernier îlot un peu dangereux qu'il faudrait retarder au maximum. Je ne comprends pas. Et comme disaient beaucoup de gens dans la profession, voilà, qu'on m'explique pourquoi on peut aller faire ses courses dans des hypermarchés et ne pas aller voir tranquillement un spectacle. Je vous dis, même en étant au coude à coude avec les masques et le. Enfin voilà. Un mot sur le cinéma que vous avez évoqué, secteur Oui. également durement touché par la crise. Comment peut-on reprendre justement, sous quelles conditions peut-on reprendre les tournages et l'exploitation en salle dans le contexte épidémique? Je pense que le masque est la solution. Alors bien sûr, les acteurs ne peuvent pas être filmés avec un masque, mais l'équipe technique, oui. Porter des gants, oui. Essayer de voir, non sans viser forcément équipe réduite, comme on dit sur les tournages, mais en limitant le nombre d'intervenants, voilà, oui, effectivement. Après, je pense s'il y a un art qui peut, voilà, on peut filmer des gens et les rendre très proches au montage alors qu'ils ne l'étaient pas au moment du tournage. S'il y a un art compatible avec toutes ces mesures de protection, c'est bien le cinéma. On fait quasiment ce qu'on veut au cinéma. Voilà, alors bien sûr se pose la question de qu'est-ce que ça donne quand deux personnes doivent s'embrasser, etc., etc. C'est, vous savez, moi j'ai tourné au Kazakhstan un film de Volker Schlendorf qui s'appelle Uljan, et on tournait dans une ancienne friche industrielle. Et en arrivant sur le tournage, tout le monde était masqué, mais pas les petits masques made in China comme on a en ce moment, les gros masques avec les cartouches, vous savez. Tout le monde avait ça. Sauf nous, acteurs. Nous étions deux. Et j'ai posé la question, ils me disent parce qu'il y a de l'amiante partout. Voilà. Donc on tournait, on est resté toute une journée, bon, qu'une journée, mais on est resté toute une journée dans un lieu absolument pollué par l'amiante, avec des poussières partout que soulevaient les véhicules de tournage, les pieds des techniciens, etc. Et on est resté, nous, comme des couillons, sans masque. Ils n'avaient pas prévu de masque pour nous. Voilà. Alors je dis pas, je m'en fais pas une gloire de ça, mais je veux dire que les risques qu'on peut courir, ils existent indépendamment du virus, dans plein de situations. Ça ne veut pas dire qu'il faut les courir, ces risques, mais il faut un peu réajuster un peu le danger. Je ne pense pas qu'un film, que le tournage d'un film soit pareil, soit une zone hyper dangereuse et de futurs et probables clusters, comment on dit cluster, hein, pour la population. Ça peut être un endroit tout à fait contrôlable. Et en plus, nous avons au cinéma un métier dont les gens sont en général formidables, ce qu'on appelle les régisseurs. Et les régisseurs, ce sont des gens absolument pragmatiques, concrets, travailleurs, qui trouvent des solutions à tout le temps. J'admire, moi, tous les régisseurs de France et de Navarre. Ce sont des gens formidables. Et faisons confiance aux gens. De la même façon, faisons confiance au personnel des théâtres qui savent accueillir des gens depuis des siècles. Faisons confiance aux régisseurs, ceux qui sont en place de trouver les endroits pour tourner, de les organiser, de prévoir la cantine, etc. Voilà, les solutions existent. Si on ne met pas un chapiteau pour créer une cantine sur un lieu de tournage, eh bien on distribue des repas individuels qu'on vient chercher avec des gants, un masque. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes si on veut les voir et si on veut s'y arrêter. Oui, là, il y a toutes les raisons possibles, mais pour interdire tout, tout. Moi, je pense que le métro et le RER sont beaucoup plus dangereux en ce moment et les hypermarchés sont beaucoup plus dangereux qu'un tournage de film ou qu'une salle de spectacle. C'est mon point de vue. Et il se trouve que des médecins corroborent un peu mes dires. Donc, si on fait deux poids, deux mesures, alors ça veut dire que tous les mots sur la culture, sur l'importance de la culture, etc., c'était du vent, c'était du pipeau. Parce que la preuve, c'est qu'on passe après. On passe après le secteur automobile, on passe après les transports en commun, on passe après la réouverture des hypermarchés, on passe après tout le monde finalement. Alors je rappelle que vous avez été conseiller de Paris en 2008, hein, dans la majorité de Bertrand Delanoë. 10 ans après, quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous envisagez un retour un jour à la politique pour faire évoluer les choses, puisque comme on le voit dans cet entretien, vous êtes
assez critique de l'action gouvernementale. Je suis pas critique, je me pose des questions, voilà, et je suis capable de dire que quand c'est bien et quand j'attends plus, et plus fermement, voilà. Non, non, je trouve que le gouvernement a globalement bien réagi, voilà, même par rapport à la culture. Il manque des choses, j'ai envie de dire, il manque le principal, c'est la réouverture, bon, et de s'organiser pour ça. Mais c'est en cours. Je déplore le temps qu'on perd là actuellement, c'est tout. Sinon, j'ai régulièrement Franck Riester au téléphone, que je trouve un garçon très bien, et on s'entend bien, et non, non, il n'y a aucun problème. Simplement, je trouve que pour qu'il y ait un dialogue, il faut de la franchise. Voilà. Et il ne suffit pas de dire amen à tout, et il ne faut pas critiquer tout. Voilà. Il faut être libre, libre de sa parole et de sa pensée, et pouvoir l'exprimer. Pour moi, c'est pas être critique, c'est pas la même chose. Mais sinon, non, je n'envisage pas un retour concret dans la politique comme j'ai pu le faire sous le mandat de Delanoë, le second mandat, parce que j'ai tiré une leçon de ces 2 ans et demi, parce que j'ai démissionné au bout de 2 ans et demi, c'est qu'il faut être tout vraiment disponible et que c'est un vrai métier. Et j'ai pas envie de le faire comme beaucoup de conseillers parisiens le font, c'est-à-dire des gens qui sont toujours avocats, mais conseillers, toujours médecins, mais conseillers, toujours nanana, mais conseillers, toujours inspectrice d'académie, mais conseillers, etc. Ça, je trouve, c'est de la fumisterie. Si moi, j'ai dû faire le choix d'arrêter d'être conseiller, c'est parce que je voulais pas lâcher mon métier de comédien et que les deux étaient incompatibles. Alors forcément, tous les conseillers parisiens qui ont un autre boulot, eh bien, il y en a un qui est sacrifié. Et je vous laisse deviner lequel. Euh, et donc, et beaucoup font acte de présence. Moi, j'étais plus franc, c'est-à-dire que quand je pouvais pas y aller, je n'y allais carrément pas. Mais quand je pouvais y aller, j'étais là les 2 jours, de 9h à 20h, et parfois même 21h, quand les votes traînaient un peu. Donc, le peu que j'ai fait, je l'ai fait sérieusement. Donc, je n'ai pas à rougir, mais je me suis rendu compte de la noblesse de cette tâche et je ne garde aucun souvenir amer. Aucun. Simplement parce que ce que je n'ai pas réussi à faire était dû à mon inexpérience du milieu de la politique et à mon manque de temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je partais tourner un film ou que j'allais en tournée théâtrale, quand je revenais, tout ce que j'avais fait était à refaire. Tous les contacts que j'avais établis, toutes les fameuses notes, les synthèses que j'avais pu faire étaient à refaire pour les mêmes gens. C'est comme s'ils avaient des mémoires de poisson rouge finalement. Vous leur dites un truc, 15 jours après, ils ont oublié. Il faut constamment, parce qu'ils sont sollicités de toutes parts, donc quand on veut que quelque chose aboutisse, il ne faut rien lâcher et il faut, voilà, si on vous fait sortir par la porte, vous rentrez par la fenêtre, etc., etc. Et ça demande du temps, ça demande de la détermination. Et en général, un être humain, il choisit de mettre ce temps, cette énergie pour une activité. C'est rare de pouvoir être capable de donner toute cette énergie-là pour plusieurs activités. Et donc, voilà, j'en ai tiré cette leçon-là. Et donc, si un jour je dois recommencer, c'est que je ne serai plus comédien. Mais ce jour n'est pas près d'arriver parce que j'ai pas envie de lâcher ce formidable métier et, de comédien. Et puis surtout, pour un autre aspect là qui est plus, pour revenir à ce qu'on se disait au début de l'entretien, c'est que je ne crois plus à l'action individuelle, euh, l'action politique individuelle. Je crois à une coalition, dure comme fer. Et donc, si jamais je dois retourner via un mandat ou quelque chose, ce sera à l'intérieur d'une immense coalition. Et ce sera certainement pas en étant affilié PS, Vert ou autre. Non, non, ce sera une coalition ou rien. Et je pense que l'avenir de notre pays et l'avenir de pas mal de pays, et on le voit, c'est en germe ce que je dis. C'est en germe en Autriche, c'est en germe en Belgique. Euh, Regardez, la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant 1 an. Il est où le problème? Ils ont pu gérer, hein, les fonctionnaires ont été payés, ça doit poser 2, 3 problèmes par-ci par-là, je ne dis pas, mais c'est pas fondamental. Donc, si je dis ça, c'est que nous pouvons très bien envisager un pays géré autrement que par ces sempiternelles élections et ces sempiternels débats, voilà, finalement d'ascendant de l'un sur l'autre. Regardez, là, il y a une plateforme, pour la première fois, la CGT avec Attac, avec Greenpeace, avec des organisations non gouvernementales, plus des partis politiques, ont fait une tribune et des propositions
Eh bien, la France insoumise ne veut pas y adhérer parce qu'ils estiment que eux en ont parlé avant et que gna et que gna. Et eh bien voilà, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, prêtons serment, alors à qui, je ne sais pas, devant quel autel, je ne sais pas non plus, mais prêtons serment pour dire à tous ceux qui seront tentés de faire cavalier seul, de dire, eh bien, ce sera sans nous. Je ne voterai plus jamais de ma vie pour quelqu'un qui cherche à s'isoler et à ne pas se fédérer autour d'une sorte de coalition. Évidemment, il faut rêver que la coalition soit la plus large possible. Mais coalition, de toute façon. Je pense que, et ça, beaucoup de citoyens le pensent, et j'espère pouvoir lancer ce message-là, et que beaucoup de gens s'y retrouvent. En tout cas, moi, c'est sûr et certain, je ne mettrai plus jamais un bulletin de vote correspondant à une personne et un parti politique. Pour finir cet entretien, j'ai envie de vous demander quels sont les auteurs, les films, les pièces qui vous ont aidé à penser et à traverser cette période si particulière. Beaucoup de textes d'Indiens, d'Amérique du Nord, qu'ils soient anciens ou contemporains, grâce aux réseaux sociaux, certaines de nos vidéos avec Richard Kolinka ont été diffusées, et notamment au patron de la librairie 1000 pages à Vincennes, qui est une librairie, une immense librairie spécialisée notamment dans la littérature américaine et aussi dans la littérature indienne, la poésie indienne et les romans indiens. Et avec Richard, on a fait un texte de Navar Scott Momadé, un poète indien, qui est un vieux monsieur maintenant, âgé de plus de 90 ans, et il lui a transmis cette vidéo qu'on a faite. Et il nous a fait un très joli retour. Et la parole indienne m'a énormément aidé. Énormément aidé. Il y a un retour à des choses simples, basiques, évidentes, mais dit tellement joliment, tellement simplement, que en ces temps troublés, je me dis, mais évidemment, j'ai le sentiment de retrouver aussi les paroles de ma mémé, dont j'ai fait un livre, et des paroles simples, de prélèvement parcimonieux de ce dont on a besoin, ma grand-mère, par exemple, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, qu'elle n'ait plus la force physique, mais elle renouvelait ses pommiers dans sa cour. Des pommiers qu'elle ne verrait jamais pousser. Mais pour nous, pour qu'on ait toujours des pommes à cidre, pour qu'on puisse faire du cidre, et entre nous du calva, même si on n'a pas le droit. Mais voilà, et de continuer, de perpétuer ça, de livrer à ses enfants et petits-enfants une ferme et du terrain, de nettoyer ses ronds, ses orties, enlever le gui dans les pommiers, etc. Entretenir ça. Les jardins, les Indiens entretenaient la nature. Le mythe du sauvage dans une nature sauvage, ça n'a jamais existé. Les Indiens n'étaient, pas des sauvages, et la nature n'était pas sauvage. Ils avaient domestiqué la nature, simplement de façon hyper harmonieuse et intelligente. C'est-à-dire que, par exemple, pour ne pas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chasser les antilopes, le cerf, etc., eh bien, il nettoyait les sous-bois pour que l'herbe pousse, que la lumière arrive des futaies, et pour que l'herbe pousse et pour que les animaux viennent, les herbivores viennent brouter près de leur tipi. Donc, du coup, ils pouvaient chasser. Mais tout ça était entretenu. Ils avaient creusé des routes, des canaux. Ils faisaient pousser le maïs, et parfois des dizaines et des dizaines d'hectares de maïs. Ils ont créé des canaux de plusieurs centaines de kilomètres. Les routes du chemin de fer américain, en ce moment, reprennent les anciennes routes tracées par les Indiens. Ils avaient inventé une sorte aussi de parlement de toutes les tribus, où les femmes avaient leur place. Et on dit que ce sont des sauvages. Mais c'est nous les sauvages. C'est nous, c'est le monde occidental qui est sauvage, qui est brutal, qui est imbécile dans sa façon de prélever ce qui ne peut pas se renouveler ou qui se renouvelle sur des centaines de millions d'années. Tout ce qui est le fer, le zinc, le cuivre, tout ça, on arrive au bout de l'exploitation. Mais qui peut dire on aura toujours besoin de ces matières-là dans 100 ans, dans 150 ans? Alors bien sûr, on peut recycler, mais on ne recycle pas à l'infini. C'est nous qui sommes
vraiment imbécile et, oui, je me répète, brutal, d'une immense brutalité. Et moi, ça m'a fait du bien de lire, voilà, que ce soit les lettres de Sitting Bull, que ce soit Navar Scott Momadé et tous les autres voilà, que j'oublie là actuellement en vous parlant. Mais j'invite tout le monde et j'incite les gens à aller sur Internet ou à commander à leur librairie toutes ces paroles indiennes et toute cette poésie indienne. Et même toute cette littérature au sens large, les romans, il y a des romans noirs, etc., formidables. Et de retrouver en nous ce stoïcisme indien. Arrêtons d'être affolés. Et je fais une petite parenthèse. L'immense majorité des gens qui meurent du virus ne meurent pas des conséquences, ne meurent pas du virus lui-même, meurent de ce qu'on appelle un orage cytokine, c'est-à-dire l'orage que provoque cet afflux massif d'anticorps que le corps se met complètement affolé, engage pour lutter contre l'infection. Donc on ne meurt pas du virus, on meurt de nous-mêmes. Ça, si ce n'est pas une putain de métaphore à avoir en tête, eh bien, si on la rate, cette métaphore, alors effectivement, je donne pas cher de l'espèce humaine. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Toureton d'avoir passé 1 heure avec nous et on vous retrouve rapidement au théâtre et au cinéma. Merci à vous. Et si je peux me permettre, on a eu le bonheur hier avec Richard Kolinka et Aristide Rosier, qui sont mes 2 acolytes pour le spectacle Nous y voilà, de pouvoir être sur scène le 23 juin prochain dans la salle Jacques Brel à Fontenay-sous-Bois. Le maire nous a donné son accord. Alors nous sommes responsables, hein, on va tout respecter tout comme il faut. Et ce spectacle, on va essayer de faire en sorte qu'il soit retransmis en direct sur le site de la mairie de Fontenay-sous-Bois. Et je suis content que Fontenay-sous-Bois soit un peu pionnière comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que agissons. C'est Molière qui disait ça. Il faut faire et non pas dire. Voilà. Et pour l'instant, on ne fait pas beaucoup dans la culture. On dit beaucoup, mais on ne fait pas beaucoup. Faisons, engageons-nous et réglons les problèmes au fur et à mesure. Là, je suis content, le 23 juin, c'est un mardi, ce sera 2 jours après la fête de la musique, nous allons être sur scène pour la première fois avec notre spectacle Nous y voilà. Et j'espère que ça donnera envie à d'autres villes de faire la même chose avec leurs artistes.